Bonjour tout le monde, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure qu'on propose aujourd'hui avec Véronique Liès. Bonjour Véronique. Bonjour Solène, bonjour tout le monde. Ravie de te retrouver aujourd'hui. Donc on va parler du métabolisme et du microbiote. Alors on va voir l'impact du microbiote sur le métabolisme. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Véronique Liès, elle est diététicienne, nutritionniste, auteure et propose aussi des formations en ligne, mais elle vous en dira un petit peu plus dans un instant. Avant de te laisser la parole, pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement de Livestorm, vous pouvez à tout moment nous envoyer des messages dans le chat, ou comme vous êtes en train de le faire, bonjour à tous. Si jamais vous avez des questions concernant la présentation, vous pouvez les poser tout le long. Mettez-les dans la rubrique questions, c'est beaucoup plus simple pour nous pour y revenir à la fin. On garde bien 15 minutes à la fin de la présentation pour répondre à toutes vos questions. Et dans cette rubrique questions, vous allez également pouvoir voter pour celles qui vous semblent les plus pertinentes. Et on commencera par ces questions à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer toutes vos questions, envoyez tous vos messages et on prendra bien le temps à la fin pour vous répondre. Je te laisse la parole pour commencer la présentation, Véronique. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Je pense qu'il y en a qui continuent encore de nous rejoindre et que ça va arriver progressivement. Alors, ben oui, donc, comme Solène l'a dit, je suis Véronique Liès, je suis diététicienne nutritionniste et je propose des formations en ligne, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en dire deux mots. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est vraiment de parler du métabolisme et du microbiote et bien entendu de faire le lien entre ces deux aspects. Alors c'est un chantier très très vaste qui aurait pu prendre 2 jours si on voulait. Donc j'avais deux options. Soit je faisais un aperçu des divers mécanismes les plus importants, soit je faisais un focus sur un seul. Et donc j'ai choisi la première option. Donc ici, on va vraiment, sans rentrer dans trop de détails techniques, plutôt voir ensemble une sorte de panoplie de tous les liens. Alors tous, c'est évidemment ambitieux parce que c'est pas exhaustif, mais des grands liens qui existent entre le microbiote et le métabolisme. Alors, on fera un petit peu de pratique, évidemment, des conseils plus pratiques à la fin. Mais bien sûr, au fur et à mesure de cette présentation, il faudra chaque fois en tirer un message pratique que l'on peut donc adapter pour ou appliquer à nos patients. Alors, on va démarrer évidemment tout de suite et on va commencer par quelques rappels, mais vraiment, vous allez voir, très très bref. Ce qu'est le métabolisme. Alors, il y a évidemment une définition très pompeuse que vous voyez ici, les processus complexes incessants de transformation de matière, d'énergie par la cellule ou l'organisme au cours des phénomènes d'édification et de dégradation organique. Donc, en fait, la somme de l'anabolisme et du catabolisme. Mais on va faire simple. On va se dire simplement que nous, on va se focaliser sur le poids principalement et donc les liens qui existent entre cette gestion du poids finalement et le microbiote. Autre petit rappel très très rapide, c'est qu'on parle ici de microbiote. Bien évidemment, on devrait parler d'écosystème au sens large, puisque vous le savez, dans cet écosystème, bien sûr, il y a les micro-organismes, dont les bactéries, mais on parle moins, et pourtant ça va devenir de plus en plus connu et d'actualité, on parle moins des bactériophages, des archées, des levures, on en parle un petit peu plus, mais donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas que des bactéries, donc ce sont évidemment tous ces micro-organismes, mais c'est aussi une barrière, c'est aussi une couche de mucus externe et interne, puisque ces deux types de mucus n'ont pas les mêmes caractéristiques et n'ont pas les mêmes rôles non plus. Et puis vous avez évidemment, en plus de ça, les acides biliaires qu'on peut ajouter comme acteurs aussi de cet écosystème. Donc voilà les petits rappels qui sont faits. Alors, les grands liens qu'on va aborder aujourd'hui, le premier, il est connu, c'est évidemment l'insulinorésistance qui est la première étape vers le diabète. Donc la résistance à l'insuline, c'est quoi? C'est une baisse de notre capacité, ou en tout cas de la capacité de nos cellules ou de nos tissus à répondre à des taux physiologiques d'insuline. Et tous les tissus qui ont des récepteurs à l'insuline peuvent devenir insulino-résistants. Et ça concerne principalement le foie, les muscles, le tissu adipeux, mais aussi le cerveau. Pour ceux qui suivent mes newsletters, c'était le sujet justement d'actualité. C'est
c'est que notre cerveau aussi peut devenir insulino-résistant, mais ça c'est un autre débat. Et donc cette insulino-résistance, eh bien si elle était mieux diagnostiquée, mieux prise en charge, eh bien on pourrait sauver pas mal de gens. Et bien entendu, il y a un lien entre insulino-résistance et le microbiote, comme vous le savez, et on va voir ça ensemble. Alors dans les grands mécanismes, on a également l'inflammation, puisque l'inflammation est évidemment un problème qui a pour origine notamment une dysbiose ou un déséquilibre du microbiote. Donc l'inflammation, on le sait, elle est intimement corrélée au poids, notamment via cette insulinorésistance, qui est elle-même pro-inflammatoire. Et il y a donc plusieurs mécanismes. On sait qu'une hyperglycémie chronique, eh bien, ça fait des espèces réactives de l'oxygène et donc ça affaiblit nos défenses antioxydantes, donc ça fait du stress oxydant et ça crée un état inflammatoire. Et puis d'autres mécanismes qui montrent très bien cette interrelation entre inflammation et insulinorésistance. Et au centre de tout ça, l'acteur évidemment majeur, eh bien, c'est évidemment notre microbiote. Autre grand lien, on va dire, c'est évidemment la thyroïde, puisque la thyroïde, c'est le chef d'orchestre de notre métabolisme et sa santé est sous la dépendance de la composition de notre microbiote. Donc, on sait qu'il y a un lien entre dysbiose, par exemple, et thyroïdite d'Hashimoto, et que ce lien est sous le contrôle du microbiote, qui donc règne sur l'équilibre de la thyroïde. Et donc, évidemment, c'est logique quelque part, puisque ce microbiote, il peut être inflammatoire, il peut influencer notre immunité, entraîner une baisse d'absorption des micronutriments, il peut même déconjuguer, on le verra, les hormones thyroïdiennes et donc influencer leur réutilisation ou leur élimination. Et donc, il y a vraiment de nombreux liens qui existent entre thyroïde, microbiote et métabolisme, fatalement, par définition. Un autre grand lien dont on parle un petit peu moins, mais qui est vraiment important, c'est l'effet du microbiote sur la gestion de notre appétit. Parce que oui, notre microbiote influence la régulation de la prise alimentaire par le biais de mécanismes centraux et périphériques, et notamment la libération de peptides de la satiété, l'inflammation, toujours elle, la modulation des voies de la récompense. Et donc, on sous-estime d'ailleurs à ce titre les effets des fibres qui sont pour moi une des grandes solutions à de nombreux problèmes. Et c'est pas en disant manger plus de fruits, de légumes et des choses comme ça qu'on va régler ça. Voilà, je vous disais, je donne des formations. Eh bien, une de ces formations, c'est vraiment 4h30 sur tous les mécanismes, les caractéristiques de toutes les fibres de façon indépendante, de toutes les fibres et prébiotiques, avec donc des effets ciblés selon le problème de santé. Et c'est ça qui devient passionnant aujourd'hui, c'est qu'on peut vraiment donner des conseils personnalisés en termes de fibres et de prébiotiques selon non seulement la pathologie, mais même le problème du patient. Parce qu'on peut avoir un patient qui vient pour une perte de poids, mais son problème, c'est l'insulinorésistance. Le patient suivant, son problème, c'est qu'il mange trop, son appétit est mal régulé. Et donc, toutes les fibres et les prébiotiques n'ont pas les mêmes effets. Et aujourd'hui, c'est ça qui est assez génial, c'est qu'on peut vraiment commencer à donner des conseils plus personnalisés, on va dire. Donc ça, c'est voilà les grands liens comme ça, en grand, on va dire. Et maintenant, ces grands liens, eh bien, comment ça marche? C'est quoi les grands mécanismes finalement, les modes de fonctionnement, tout ce qui permet au microbiote d'influencer le métabolisme? Comment fait-il? Eh bien, un des mécanismes, c'est la production de métabolites. Et Dieu sait que des métabolites, il en produit, ce brave. C'est une dia que peut-être vous avez déjà vue dans des formations précédentes, mais que j'aime beaucoup parce que elle est tellement parlante, elle nous montre à quel point ce microbiote est véritablement une usine. Et pas, je dis toujours pas qu'une usine à gaz, il fabrique plein de choses, il libère plein de choses, il permet de communiquer avec l'immunité. Tout ce qu'il produit, finalement, va pouvoir avoir un effet partout dans notre corps. Il est capable, le microbiote, de transformer des choses,
de rendre des nutriments plus absorbables. Et donc, par tout ça, il va influencer ce que l'on mange, puisqu'il joue sur notre appétit et même nos envies alimentaires, combien on en mange, et comment on absorbe et comment on métabolise. Alors, si le microbiote n'est pas impliqué dans le métabolisme, alors je n'y comprends plus rien, puisque en fait, il règne vraiment en maître. Et on va voir un petit peu plus en détail, mais ici, c'est un aperçu global, et bien que donc, en fonction de ce que vous mangez, eh bien, vous allez moduler votre microbiote et ce microbiote va utiliser ce que vous mangez pour le transformer en substances qui vont pouvoir soit passer dans la circulation, soit aller se fixer sur des récepteurs et en tout cas aller activer toute une série de fonctions. Et vous le voyez ici, qui vont de l'activation de peptides comme le GLP-1 qui joue sur l'insuline, qui joue sur la satiété, le peptide YY, on va y revenir, la gréline, et puis on a évidemment aussi des effets cardiovasculaires. Mais donc tout ça va dans le sens d'une régulation de notre poids et de notre métabolisme. Et donc on voit qu'il est vraiment un acteur absolument central dans cette régulation. Et cette dia est un petit peu plus complexe, loin de moi l'idée de voir tout ça en détail, hein, mais je voulais juste attirer votre attention ici sur le fait que, vous voyez, priming, eh bien, on voit bien que tout démarre, donc en haut à gauche, tout démarre par les PAMS et les DAMS, qui sont donc tout ce qui est associé aux pathogènes, mais ce n'est pas que des pathogènes, on a aussi les Danger Associated Molecular Patterns qui vont être capables, par toute une cascade de réactions, eh bien, d'activer l'inflammasome, hein, cette espèce de rond que vous avez à peu près au centre, et qui ensuite va lui-même générer des espèces réactives de l'oxygène, et surtout, vous le voyez en bas, je l'ai entouré, altérer la captation du glucose et donc fatalement influencer notre métabolisme et notre poids. Et donc on voit bien que ça démarre véritablement par ces déclencheurs qui peuvent être potentiellement des pathogènes, mais qui peuvent aussi être d'autres déclencheurs. Donc de façon très simpliste, hein, on va dire, et simplifiée, donc vraiment pour commencer simplement, on peut dire que de manière générale, donc l'alimentation souvent trop riche en graisse, trop pauvre en fibres, va négativement impacter la composition du microbiote, altérer la qualité de la barrière intestinale, favoriser le passage de métabolites, provoquer des maladies. Et donc, voilà, et si on va un petit peu plus dans les détails, ce qu'on va faire maintenant, on voit que eh bien, ce microbiote produit donc des métabolites qui peuvent être tantôt protecteurs, tantôt pas. Et donc, on a dans les métabolites, on va dire, aggravants, ou même parfois ils en sont la cause, hein, c'est le cas des LPS. On va retrouver donc les LPS, le TMA, donc triméthylamine, le propionate d'imidazole, qui sont des métabolites dont on parle moins que les LPS, mais qui sont aussi très importants dans la gestion de la glycémie. Et puis on a les métabolites protecteurs, les acides gras à chaîne courte, les métabolites du tryptophane et les acides bilaires secondaires. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller regarder un petit peu, sans rentrer dans 1000 détails non plus, quand même d'aller les regarder un par un. Alors, les méchants, comme je les ai appelés, on commence par les LPS, on les connaît, ce sont les plus connus, ce sont les plus étudiés. Ça fait plus de 15 ans maintenant que Patrice Cani, Nathalie Delzen et bien d'autres ont montré les effets de ces LPS. Qui découlent des bactéries Gram-, qui, elles, augmentent en même temps que les bifidobactéries diminuent la plupart du temps, mais qui augmentent à cause d'une alimentation, encore une fois, trop riche en graisse et trop pauvre en fibres. Et on sait que ces LPS sont capables d'aller activer des récepteurs bien spécifiques des TLR4 sur le macrophage pour aller favoriser inflammation, insulinorésistance au niveau hépatique, au niveau du tissu adipeux, au niveau du tissu musculaire, et on le sait maintenant par cascade et par conséquence également au niveau du cerveau. Donc, ces LPS, eh bien, on voit qu'on est loin du bête comptage de calories pour perdre du poids, hein.
Ici, on est vraiment dans comment on fait finalement pour réguler ce microbiote de façon à ce qu'on n'aille pas justement vers une libération de ces LPS. Et donc, ici, le grand message, c'est évidemment trop de gras, trop peu de fibres qui sont responsables. Je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que tous les LPS aujourd'hui, on le sait, n'ont pas le même effet. Quand même, vous dire que Akkermansia mucilifila, notamment, dont on parlera, mais que vous connaissez certainement, c'est une bactérie gramme moins. Et donc, on pourrait dire, oh là là, mais Akkermansia, ça fait aussi des LPS. Oui, certes, mais en tout cas, il y a aujourd'hui des LPS qui semblent totalement inoffensifs. Donc, il y a vraiment des LPS beaucoup plus pathogéniques, on va dire, ou problématiques que d'autres. Donc, il ne faut pas tous les mettre dans le même sac. Dans les méchants, on a aussi ce fameux TMA, triméthylamine. Alors, on en parle évidemment, on en parle principalement par rapport notamment au risque cardiovasculaire ou au risque de maladie rénale, mais en réalité, ce TMA, on en parle beaucoup moins dans la relation avec le métabolisme et le poids. C'est une relation bidirectionnelle. Ça veut dire que l'insulinorésistance, eh bien, ça fait monter la TMAO, mais aussi l'inverse. Alors, je dis une fois TMA, une fois TMAO, tout simplement parce que la substance produite par le microbiote, c'est la TMA, et ensuite, le foie va transformer cette TMA en TMAO, et c'est ce qu'on dose et ce qui pose problème aujourd'hui. Et en fait, on sait justement que la résistance à l'insuline, elle induit l'enzyme, donc la FMO3, elle induit l'enzyme qui produit du TMAO. Donc, on sait d'ailleurs que les études ont montré que la berbérine fait baisser cette TMAO, tout comme les polyphénols. Il y a de très nombreux polyphénols qui ont fait leurs preuves, notamment ceux du marc de raisin, donc souvent qu'on trouve plutôt en concentré. Mais il y a beaucoup de polyphénols. On sait à quel point ces polyphénols sont vraiment précieux pour la qualité du microbiote. Et donc, on dit toujours qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour faire baisser cette TMAO. C'est vrai dans la mesure où il y a beaucoup de végétaux qui peuvent aussi apporter même, parce qu'on parle beaucoup de la viande et des œufs, c'est vrai, mais il y a aussi des végétaux qui peuvent être à l'origine d'une élévation, notamment parce qu'ils apportent de la choline, mais on sait surtout que eh bien, la berbérine, qui est d'ailleurs très intéressante dans la gestion de l'insulinorésistance et comme modulateur du microbiote, eh bien, cette berbérine, elle est capable de faire baisser la TMAO. Donc, il est évident aujourd'hui que le microbiote est vraiment l'élément central qui explique cette relation. C'est lui qui favorise la formation de TMAO et c'est lui qui favorise l'insulinorésistance. Alors, dans les autres méchants, on a le propionate d'imidazole, dont on parle aussi assez peu. Alors, on sait que le métabolisme de l'histidine par le microbiote, mais aussi le métabolisme de la phénylalanine, de la tyrosine, produit des composés associés à la maladie. Et ici, par exemple, l'histidine, qui va être décarboxylée par le microbiote dans les cellules de l'intestin pour former de l'histamine, qui a un rôle régulateur dans notre système immunitaire. Mais l'histidine, elle peut aussi être métabolisée par les bactéries en imidazole propionate. Et alors, des chercheurs ont montré que cette substance, donc ce propionate d'imidazole, comme on l'appelle le plus souvent en français, eh bien, est plus élevée chez les personnes qui présentent un diabète de type 2. Et en fait, on sait maintenant que ce propionate d'imidazole, eh bien, il altère la signalisation de l'insuline. Et donc, il y a des publications qui montrent comme ça, notamment chez la souris, que quand on leur injecte du propionate d'imidazole, eh bien, ça augmente leur glycémie à jeun, aussi d'ailleurs leur glycémie postprandiale, PAC à jeun, à cause justement de cette altération de la signalisation de l'insuline. Donc, on a bien compris que je vous ai parlé des excès de graisse, mais ça vaut aussi pour les excès de protéines. Depuis maintenant quelques années, on a observé que manger trop de protéines augmente le risque de diabète. Et maintenant, on comprend beaucoup mieux les mécanismes aussi par lesquels tout ça se passe. Et donc, deuxième message, après, on diminue quand même sa quantité de graisse. Ça ne veut pas dire pas de graisse, hein, ça ne veut pas dire manger light, mais certains exagèrent dans l'autre sens au niveau graisse. Donc, pas trop de graisse, mais
pas trop de protéines non plus parce que ça peut augmenter le risque de diabète, risque qui est évidemment diminué lorsque ces protéines sont plutôt d'origine végétale. Donc, troisième message, c'est vraiment essayer de végétaliser son assiette le mieux possible. Alors, dans les gentils, on a les bien connus acides gras à chaîne courte, en particulier le butyrate qu'on connaît bien pour ses effets anti-inflammatoires et ses effets de renforcement de la muqueuse, on le sait. Mais en fait, dans ces acides gras à chaîne courte, il n'y a pas que le butyrate, il y a aussi le propionate qui est intéressant. Alors, on sait qu'on produit ces acides gras à chaîne courte à partir des fibres et prébiotiques. Donc, ça, c'est le microbiote qui va s'en charger, d'où évidemment l'importance de mettre beaucoup plus de fibres et de prébiotiques au menu. Et donc, une fois que ces acides gras à chaîne courte sont produits par le microbiote, eh bien, ils vont pénétrer dans les cellules ou activer des récepteurs transmembranaires. Vous voyez, il y en a plusieurs, des FFR2, FFR3, des GPR, il y a plein de familles de récepteurs qui sont vraiment clairement impliqués dans l'amélioration de toutes les voies métaboliques liées au diabète, l'oxydation des acides gras, le métabolisme du glucose, la réponse à l'inflammation. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui que ces acides gras à chaîne courte sont vraiment des anti-inflammatoires. Ils sont capables d'inhiber TNF-alpha, des interleukines 1 bêta, qui sont déclenchés par des LPS. Donc, on a les méchants, on va dire, LPS qui déclenchent cette inflammation, notamment en activant NF-kappa B. Et on a les acides gras à chaîne courte qui, eux, sont capables de calmer cette inflammation. Et on comprend bien qu'en fonction du type d'alimentation qu'on va avoir, on va être plutôt dans le mode production LPS ou plutôt en mode production acides gras à chaîne courte. Donc, ces acides gras à chaîne courte, ils peuvent faire beaucoup de choses. Ils sont vraiment au four et au moulin. Et notamment dans les fonctions qu'on leur connaît. Donc, je vous ai parlé du butyrate, qui est donc un anti-inflammatoire, qui joue sur la barrière. Mais ce propionate aussi, il est intéressant parce qu'il joue notamment sur l'appétit. Le propionate augmente le peptide YY, le GLP-1, donc le glucagon-like peptide 1. Et tout ça va entraîner une perte de poids et une diminution de la glycémie. Et donc, de manière générale, grâce à ces acides gras à chaîne courte produits, je le rappelle, par les fibres et prébiotiques, eh bien, on va aller vers une amélioration de la sensibilité à l'insuline, notamment par la production de GLP-1, une augmentation de la production de la sécrétion d'hormones de la satiété. Ils sont aussi une source énergétique, on le sait, et en particulier l'acétate, qui peut d'ailleurs en excès poser problème. Il y a une augmentation de la néoglucogénèse grâce à eux, une baisse de la lipogénèse, une baisse de stockage de graisse hépatique, une augmentation de la bêta-oxydation, un brunissement du tissu adipeux, et on sait que le tissu adipeux brun on n'en a pas beaucoup malheureusement, mais est un bon tissu et qu'on a tout intérêt à transformer notre tissu adipeux blanc en tissu adipeux brun, et une augmentation de la masse maigre, c'est encore un autre rôle de ces acides gras à chaîne courte. Donc on voit que voilà, c'est quand même assez dingue. Et il y a d'autres mécanismes, ce n'est pas exhaustif. J'ai pas mis par exemple ici qu'ils activent la MP kinase, comme la berbérine le fait. Il y a une étude qui a même montré qu'ils peuvent favoriser le diabète, ou en tout cas ou en protéger, par le biais de la méthylation de l'ADN. Et donc, ces acides gras à chaîne courte ont en plus un rôle épigénétique. Donc, c'est vraiment aussi un des métabolites les plus importants à produire avec des stratégies bien ciblées. Dans les gentils, on a aussi les métabolites du tryptophane. Et donc, on a plusieurs métabolites qui sont aujourd'hui identifiés. Donc, qui font partie d'une grande famille qu'on appelle les indoles. On a l'indole 3 lactate, l'indole 3 propionate, l'indole 3 acétaldéhyde, etc., mais qui sont chaque fois produits par des espèces différentes, comme vous pouvez le voir sur l'illustration. Et donc, les indoles, en général, vont stimuler la sécrétion de GLP-1. Donc, on aura de l'insuline et une meilleure glycémie. On a des propriétés anti-inflammatoires par l'activation des récepteurs AHR. On a des études qui montrent que ces métabolites du tryptophane, donc ces indoles, ces dérivés d'indoles, sont capables de réduire la stéatose hépatique, donc le foie gras, et l'inflammation. On a vraiment plusieurs publications qui vont dans ce sens-là, avec
moins de gras, moins d'inflammation au niveau du tissu adipeux, une meilleure glycémie, une meilleure gestion de l'appétit, une meilleure même motilité de l'estomac, et donc une meilleure gestion de la glycémie et de l'inflammation de manière générale au niveau sanguin. Donc ça, ce sont aussi des métabolites finalement dont on parle moins. Et alors pour terminer, parce que je ne peux pas évidemment parler de tous les métabolites, hein, j'ai choisi les plus importants, eh bien on a les fameux acides biliaires secondaires. Et donc on a un schéma ici à nouveau très complexe, on ne va pas du tout rentrer dans les détails, mais ce schéma montre le métabolisme et la transformation complexe des acides biliaires qui se fait dans le foie, dans l'intestin, dans le pancréas et le tissu adipeux brun. Et puis, on voit tous les mécanismes par lesquels eh bien, ces acides biliaires secondaires régulent l'homéostasie du glucose et notamment par l'activation de deux récepteurs bien connus, les FXR et les TGR5. Et donc, il y a vraiment plusieurs organes qui sont concernés, plusieurs mécanismes qui sont impliqués, mais tout va dans le sens d'une meilleure régulation de la glycémie. Et pour rappel, c'est le microbiote qui transforme les acides biliaires primaires en secondaires. Donc, en fonction de la composition de votre microbiote, eh bien, vous allez avoir un profil en acide biliaire secondaire qui va être variable et donc des effets variables, qu'ils soient protecteurs ou pas protecteurs. Donc, encore une fois, eh bien, c'est ce microbiote qui décide et qui est au cœur de ces régulations métaboliques. Et donc, ce petit schéma ici de synthèse nous montre, enfin, c'est une publication assez récente qui fait donc une sorte de synthèse des options possibles pour moduler le microbiote dans un but de produire des métabolites qui soient plutôt protecteurs. Et donc, aujourd'hui, on a à se mettre sous le coude eh bien, les probiotiques, évidemment, et il cite ici Akkermansia mucinifila, mais vous avez aussi Faecalibacterium prausnitzii, qui est très, très anti-inflammatoire, mais qu'on ne trouve malheureusement pas dans le commerce, mais qu'on peut booster par l'alimentation. Et donc, on a les pros, on a évidemment les prés, on va y arriver, les symbiotiques, la transplantation du microbiote fécal, mais qu'on ne peut pas utiliser aujourd'hui, tout ce qui est intervention diététique, bien évidemment, les bactériophages qui ne sont pas utilisés en pratique courante non plus, les médicaments qui ciblent le microbiote, et puis on a les postbiotiques, bien sûr. Et donc tout ça dans un but d'améliorer la tolérance au glucose, la glycémie, le brunissement du tissu adipeux, donc je vous en ai parlé, hein, le white browning, donc si on brunit son tissu adipeux blanc, on va augmenter le tissu adipeux brun, et donc c'est un tissu très riche, malgré que ce soit du gras, hein, un tissu adipeux très riche en mitochondries, c'est pour ça qu'il est brun, et qui va donc booster le métabolisme. Et bien sûr, in fine, avoir une meilleure production d'insuline, et c'est évident, on l'a vu au-dessus aussi, une meilleure sensibilité à l'insuline, puisque tout ça va de pair, ça va de soi, c'est le but. Alors, voilà donc rapidement pour ce qui est des métabolites. Quand même, je ne peux pas ne pas vous parler, si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux ou si vous recevez mes newsletters, vous savez à quel point je porte dans mon cœur les édulcorants. C'est évidemment sarcastique. On connaît de mieux en mieux les mécanismes qui expliquent pourquoi il est plutôt recommandé quand même de les éviter malgré leur zéro calorie. Alors, bien évidemment, ils font pas des dégâts chez tout le monde, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dire à l'avance chez qui ils vont être problématiques. Ce qu'on sait, ce qui est très clair, c'est qu'ils favorisent l'insulinorésistance, notamment chez la souris. Chez l'homme, ils ne font clairement pas maigrir et on sait que leur consommation est plutôt associée à de l'obésité. Donc, ils sont tous idéalement à supprimer, mais les pires étant l'aspartame qui est capable d'inhiber une enzyme importante parce qu'elle est anti-inflammatoire, elle a plein de rôles, mais notamment elle est capable de détoxifier les LPS. Quand même, on en a vachement besoin. Et donc, si l'aspartame inhibe cette enzyme, c'est un problème puisque en soi, l'aspartame va donc entraîner une augmentation de la présence de LPS et donc de l'insulinorésistance. Et donc ça a été vraiment montré.
En fait, il y a que vraiment la stevia qui tire son épingle du jeu pour l'instant. Et puis, dans les polyols, le xylitol, pourquoi pas, mais sinon, en termes d'édulcorants, on est quand même assez mal. Et puis, c'est pas tout, hein. D'autres choses qui perturbent beaucoup le microbiote, c'est les pesticides. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous le savez, mais on connaît, vous les voyez ici, vraiment les mécanismes par lesquels ça se passe. Et puis, on a les émulsifiants, catastrophe. Donc, je vous invite à être vraiment vigilant quand vous prescrivez des compléments alimentaires parce que vous avez encore aujourd'hui, même si ça devient plus rare, mais des compléments qui contiennent des polysorbates 80 et des choses comme ça qui sont vraiment délétères pour la santé intestinale, que ce soit pour la composition du microbiote ou pour les jonctions serrées qu'on va avoir entre nos entérocytes. Et quand ces jonctions serrées sont altérées, évidemment, c'est problématique. Et tout ce problème de microbiote qui régule finalement un petit peu tout au niveau de notre métabolisme, eh bien, ça démarre très tôt. Ça démarre déjà chez la femme enceinte. Et vous savez que la femme enceinte, en particulier au 3e trimestre, elle est potentiellement plus sensible au fait de développer un diabète gestationnel. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est la faute à qui? C'est la faute au microbiote, puisque on observe des différences entre les changements de microbiote qui se font chez les mamans qui vont développer un diabète gestationnel et celles qui ne vont pas en développer. Alors, je précise, quand je dis les changements de microbiote, on sait que au cours de la grossesse, le microbiote de la maman va changer. C'est vrai chez toutes les mamans. Et en l'occurrence, même chez les mamans qui ne vont pas avoir de diabète gestationnel, on observe un microbiote qui va plutôt dans le sens d'une inflammation, le but étant qu'elle absorbe plus de calories et que son enfant puisse prendre un poids sain, on va dire. Malheureusement, chez certaines mamans, ça bascule, ça va trop loin et ça se termine en diabète gestationnel et vraisemblablement quand le microbiote était déjà un petit peu limite en début de grossesse. Et donc, on voit ici sur cette illustration que chez les mamans dont la grossesse est normale, on va par exemple voir une baisse de l'alpha-diversité. Donc, ça veut dire qu'on a leur propre microbiote qui reste plutôt stable, mais on a une augmentation de la bêta-diversité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de, vous les voyez ici, plus de actinobactéries, etc. Donc, le but n'est certainement pas de connaître et de savoir tout ça, mais juste de bien comprendre que, encore une fois, c'est ce microbiote qui est au cœur du problème. Alors, ça peut vous paraître perturbant de voir ici une baisse de Faecalibacterium prausnitzii. Sachez que c'est très controversé parce qu'il y a d'autres publications qui disent que ça a plutôt tendance à monter. Donc, on voit bien que on ne maîtrise pas encore tout dans ce domaine. Et ce serait plutôt logique de penser que Faecalibacterium prausnitzii va plutôt... quoique, puisqu'on a dit que ça allait vers un microbiote inflammatoire, donc on voit que ça va surtout être variable d'une femme à l'autre. Et on voit qu'il y a des différences de microbiote et de variation du microbiote entre les femmes qui vont développer un diabète gestationnel et les autres. Vous voyez ici les changements, on va pas lire tout ça, mais notamment Akkermansia qui diminue chez les femmes qui vont développer un diabète gestationnel. Et donc cette publication récente qui nous montre que il y a des aspects qu'on savait déjà dans leurs conclusions, c'est que il y a de plus en plus de diabète gestationnel dans le monde et que plus le diagnostic est précoce, et plus on va limiter les complications parce que les complications, elles sont très importantes, aussi bien à court qu'à long terme, aussi bien pour la maman que pour l'enfant. À un stade avancé de la grossesse, je vous l'ai dit, le microbiome des femmes avec diabète gestationnel est différent de celui des femmes sans diabète gestationnel. Et fatalement, cette insulinorésistance, elle va être associée à des cytokines pro-inflammatoires. Mais ce que cette étude nous montre, c'est qu'il y a, comme je vous l'ai dit juste avant, des différences vraiment importantes de microbiome et de métabolome, c'est-à-dire des métabolites formés, qui dépendent évidemment du microbiote, mais aussi de l'inflammation entre ces deux groupes de femmes, et que quand on transfère
donc le phénotype diabète gestationnel a été transféré à des souris qui n'avaient pas de microbiote, eh bien après à des femmes au cours du premier trimestre, et on voit vraiment que ça va impacter le risque de développer un diabète gestationnel. Donc, une prédiction précise du développement du diabète gestationnel a été faite sur la base des biomarqueurs du premier trimestre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, souvent, on intervient trop tard. Qu'aujourd'hui, dès le premier trimestre de grossesse, on pourrait dire attention, on est en train de basculer vers un microbiote qui augmente le risque de diabète gestationnel. Donc, ce diagnostic de diabète gestationnel, s'il était posé plus tôt, eh bien, on pourrait faire une meilleure prévention encore. Et on sait que, oui, un enfant qui naît d'une maman qui a eu un diabète gestationnel, eh bien, il a plus de risques de devenir lui-même en surpoids ou diabétique plus tard dans sa vie. Alors, deuxième grand mécanisme, parce que là, j'en suis toujours qu'au premier. Donc, deuxième grand mécanisme, le premier étant la production donc de métabolites. Deuxième grand mécanisme, régulation de l'appétit. Donc, je vous rassure, on va aller un petit peu plus vite avec celui-là. Juste bien comprendre que normalement, quand tout va bien, qu'on mange bien, on a un poids dit sain, eh bien, la leptine libérée par le tissu adipeux va se lier à son récepteur et va entraîner toute une cascade de réactions, ce qui va inhiber le neuropeptide Y et la glutyrylated protéine, donc la GRP, qui sont des peptides qui donnent faim. D'accord ? Donc, la leptine coupe l'appétit, d'autant qu'elle stimule en plus POMP qui coupe aussi l'appétit. Donc, on voit qu'on a une régulation de l'appétit qui est sous la dépendance de ces peptides. Donc, à droite, on a la gréline qui est produite par l'estomac, qui va aussi activer son récepteur et entraîner une cascade de réactions et donc augmenter l'appétit. Et donc, ça, c'est quand, a priori, tout va bien. Mais quand on mange très gras ou que le microbiote est perturbé, eh bien, ça marche plus. Et donc, on va avoir de la neuroinflammation, donc des cytokines pro-inflammatoires, des LPS. On va avoir une résistance à la leptine. Donc, ça va donner faim, puisque la leptine ne va plus fonctionner. Elle est supposée couper l'appétit. On a des LPS, donc une endotoxémie, comme ça s'appelle, c'est-à-dire des LPS en excès dans la circulation, et donc ça favorise l'insulinorésistance. On a moins d'acides gras à chaîne courte qui sont produits, et donc ils vont moins activer le récepteur, et donc on va avoir plus de gréline, et tout ça, ça va donner faim. Et puis il y a un autre mécanisme assez complexe qui passe par une diminution des acides gras à chaîne courte et qui va augmenter une autre molécule qui s'appelle ERK. Mais bref, c'est pas très important. On comprend que, eh bien, c'est le microbiote qui influence notre appétit. Et quand on mange trop gras ou qu'on a un mauvais microbiote, eh bien, on va avoir des perturbations de cette signalisation de l'appétit. Et ces perturbations, elles sont directement sous la dépendance de notre microbiote. Donc, on a une alimentation inadaptée, on va dire, qui va induire des modifications de microbiote. Vous le voyez ici, hein, toutes les familles qui baissent et qui montent. Et ça fait baisser la production des acides gras à chaîne courte, ça fait monter l'inflammation, ça fait des LPS, ça fait donc une endotoxémie, et donc ça va bloquer GLP1, cholécystokinine, le peptide YY qui sont supposés nous couper l'appétit. Et donc, on voit bien que on a, quand tout va bien, une communication entre le système nerveux entérique et le cerveau, et notamment grâce à Akkermansia, notamment, et à la production d'acides gras à chaîne courte, et que, en fait, c'est cette communication qui permet d'activer au niveau du cerveau, eh bien, des molécules comme GLP1, CCK, donc cholécystokinine. Et donc, malheureusement, quand on mange très gras, qu'on a trop de LPS, qu'on n'a pas un bon microbiote, eh bien, tous ces mécanismes ne fonctionnent plus bien. Donc, attention à l'excès de protéines, on l'a dit, mais aussi à l'excès de lipides. Et bien entendu, les glucides sont aussi importants. Là, c'est surtout la qualité qui va être importante. Et donc, l'idée, on en revient à des choses vraiment élémentaires, mais qu'il faut quand même bien rappeler, c'est ne pas trop manger, ne pas faire de régime, mais ne pas trop manger, végétaliser et respecter aussi les proportions
entre macronutriments. Alors, troisième grand mécanisme qui va aller vite également, c'est le lien avec les hormones. Alors, dans les hormones, il y a évidemment l'insuline, on en a parlé, mais ici, je veux plus mettre en avant le lien avec les hormones thyroïdiennes, puisque ça aussi, on le sait aujourd'hui, eh bien, encore une fois, le microbiote intervient, je l'ai dit au début, dans les grands liens. Ces hormones thyroïdiennes, elles peuvent être découplées, donc déconjuguées par le microbiote grâce à des enzymes que lui produit. Et on sait même que le microbiote est capable d'inhiber l'enzyme qui active l'hormone thyroïdienne T3, donc qui permet la transformation de T4 en T3, la 5'-désiodase. Donc, le microbiote est directement acteur et actif dans la régulation et la production et l'utilisation de nos hormones thyroïdiennes. Et donc, il faut aussi y penser parce qu'évidemment, on l'a dit, cette thyroïde, c'est notre chef d'orchestre en termes de métabolisme, bien évidemment. Donc, voilà qui termine cette partie sur les grands mécanismes et les grands acteurs. Encore une fois, j'ai essayé de balayer large sans rentrer dans trop de détails techniques. Et donc, il nous reste quelques dias à parcourir sur l'aspect plus pratique, je dirais. Et donc, l'assiette, de manière générale, c'est assez basique. Donc, beaucoup de végétaux. Pourquoi? Parce que déjà, dans une alimentation plus végétale, on aura moins d'acides aminés branchés, moins de BCA, et on sait qu'ils induisent en excès eh bien, une résistance à l'insuline. Éviter les excès de lipides, surtout, mais pas que, mais surtout les saturés, mais en particulier l'acide palmitique, mais aussi les acides gras trans, parce qu'ils modifient le microbiote, mais pas dans le bon sens, vous l'aurez compris. Il faut absolument, et on va y revenir point par point, mais mettre l'accent sur les oméga 3, beaucoup plus de fibres et de prébiotiques, et essayer de maîtriser vraiment les effets ciblés de ces fibres et prébiotiques en fonction de votre patient pour vraiment donner des conseils personnalisés. Une alimentation la moins transformée possible, bio, fuir les édulcorants, les émulsifiants et le fructose. Je n'ai pas parlé ici, mais je l'ai rajouté ici sur cette dia, qui est vraiment un grand perturbateur et de la glycémie, on le sait, l'excès de fructose augmente le risque d'insuline-résistance et notamment parce qu'il altère la qualité de la barrière intestinale. Donc, l'idée, c'est vraiment de bien comprendre que notre alimentation influence fortement la composition du microbiote et qu'on a besoin évidemment de prébiotiques, de probiotiques, mais aussi que nos macronutriments ont un impact. On a vu qu'il ne faut pas abuser des lipides, en particulier les graisses saturées et encore plus particulièrement l'acide palmitique, mais la proportion entre les macronutriments est importante, donc pas d'hyperlipidique, pas d'hyperprotéiné, et fatalement, dès qu'on est dans de l'hypoglucidique, on se retrouve dans un des deux cas, hyperprotéiné. Donc, on voit bien toute l'importance de cet équilibre. Et donc, éliminer des familles alimentaires comme ça, c'est jamais une bonne idée. Donc, la proportion entre les macronutriments, c'est un critère important, mais pas que, aussi leur origine et leur biodisponibilité. Donc, il est fini le temps où on parle juste protéines, lipides, glucides en termes d'équilibre. On doit vraiment aujourd'hui faire un focus sur la qualité, sur l'origine. Vous voyez ici cette petite synthèse qui montre que le fait de manger des lipides, des protéines, des glucides d'origine animale ou d'origine végétale, eh bien, ça n'a pas du tout le même effet sur la composition du microbiote. Et oui, c'est très tendance, et ça ne veut pas dire qu'on doit tous devenir véganes, je ne le suis pas, donc, mais on a quand même tous besoin de végétaliser plus. Alors tous, je ne sais pas, parce que peut-être que vous êtes déjà végane ou végétalien ou végétarien, mais et encore là aussi, ça doit être bien fait. C'est ça aussi la difficulté, c'est que quand c'est trop poussé aussi à l'extrême dans l'autre sens, ça peut entraîner d'autres problèmes et d'autres dérives. Donc, on ne doit pas exclure toute forme d'alimentation animale, mais si on en mange trop, il est vraiment urgent donc de végétaliser son assiette. Donc, méfiance avec les protéines animales, un peu c'est très bien, c'est l'excès qui pose problème. Donc, encore une fois, on ne va pas dans le détail, mais il existe des tableaux précis
avec les valeurs de leucine, de valine, d'isoleucine, ça permet de faire des bons choix. Et c'est clair que c'est dans les protéines d'origine animale qu'il y en a le plus de ces acides aminés branchés. Attention aussi, évidemment, aux compléments alimentaires de BCAA qui sont très prisés des sportifs et qui sont intéressants, parce que justement, pourquoi sont-ils intéressants? Eh bien, parce que la leucine stimule l'insuline et que donc l'insuline est anabolisante. Donc, pour faire de la masse musculaire, c'est absolument génial. Mais attention aux excès, encore une fois. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que même avant qu'on diagnostique l'insulinorésistance, eh bien, il y a des métabolites qui augmentent dans le sang parce que l'insulinorésistance altère leur catabolisme. Donc, on a un effet dans les deux sens, en fait. Donc, ils ont un effet sur l'insuline, mais quand on est insulinorésistant, on va cataboliser plus et donc on a encore plus de ces acides aminés branchés circulants. Donc, c'est voilà, un peu double peine. Alors, les oméga 3, voilà, je les adore, ils sont incontournables. Bien sûr, on les connaît pour leur effet sur la santé. Enfin, d'abord, leurs effets anti-inflammatoires, c'est très clair, mais leurs effets aussi sur la sensibilité à l'insuline, sur la baisse des triglycérides. C'est vraiment des acides gras qui font baisser les triglycérides. Mais voilà, j'en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'on le sait moins. Ils ont aussi des effets sur la composition du microbiote et sur la qualité de la barrière. Donc, ils vont vraiment, on le voit ici, réduire le risque de dysbiose. Ils font baisser les entérobactères, ils font monter les bifidobactéries, ils font monter Akkermansia. Et donc, tout ça va dans un sens de moins de LPS, plus d'acides gras à chaîne courte. Donc, on ne peut pas passer à côté. Pour moi, les oméga 3 devraient être ajoutés à tous les programmes de santé et principalement encore plus pour ceux à visée métabolique parce que c'est pas simple de couvrir les recommandations sans passer par des poissons qui peuvent apporter des substances de plus en plus problématiques. Alors, encore une fois, voilà, je peux pas tout voir, mais vous savez aussi que dans mon livre Mon microbiote sur mesure, il y a toutes les stratégies. Et je ne fais pas ça pour faire la pub parce que vous savez que les auteurs, ça gagne rien sur leur livre. Donc, c'est vraiment, voilà, toutes les stratégies pour booster Akkermansia, pour booster Faecalibacterium prausnitzii, voilà, tout ça, on voit aussi dans la formation complète sur le microbiote. Je vous ai remis ça ici de façon très complète, pour booster Akkermansia. Ce qui marche, c'est quand même beaucoup les FODMAPs. Donc, attention, là aussi, aux diètes pauvres en FODMAPs, il y a un prix à payer, c'est évident. Elles sont certainement pas à suivre de façon prolongée. Donc, on met l'accent sur l'ail, les oignons, les polyphénols, magnifique. Allez-y à fond. Les anthocyanes, tout ce qui est bleu, rouge, mauve, la quercétine. Alors, de préférence sous forme de complément alimentaire, mais il y en a dans les oignons, dans les pommes, les flocons d'avoine, le soja, les graines de lin, le vinaigre, pas à boire comme ça, mais dans vos préparations, les pectines, amidon résistants, le reishi, très important, ce champignon aussi chinois, les oméga 3, on en a parlé. Donc tout ça, eh bien c'est bon. Et par contre, dès qu'on élimine les FODMAPs, qu'on mange beaucoup de gras, qu'on boit de l'alcool, qu'on prend des édulcorants, eh bien les émulsifiants, le tabac et les carragénanes, qui sont des épaississants qu'on a dans certains jus végétaux, ça peut inhiber Akkermansia. Donc Akkermansia, grâce à des prébiotiques, grâce aux flavonoïdes aussi, du thé vert, du cacao, j'ai parlé de la curcumine, la quercétine, les anthocyanes, je vous en ai parlé déjà, le resveratrol, les phycoïdanes, des algues notamment. Donc voilà, vous avez ici vraiment toute la stratégie pour booster Akkermansia, qui évidemment, et je vais en dire un mot, peut être aussi apporté sous forme directement de compléments alimentaires, on ne l'oublie pas. Le thé vert, de façon très pratique, encore une fois, on passe pas tout ça en revue, mais juste quand même vous montrer que ce sont des effets démontrés, ce sont des effets prouvés. Le GCG sur l'inflammation, sur l'obésité, par plein de mécanismes, ça fait du butyrate, ça modifie, ça module le microbiote dans un sens anti-inflammatoire, ça produit des acides gras à chaîne courte. Donc très clairement, le thé vert, c'est pas la magie et ça va pas suffire, mais il contribue et ça doit aussi faire partie de l'arsenal des suggestions qu'on va proposer à nos patients. Alors, rapidement un petit mot sur les prébiotiques. Alors, les prébiotiques, on a évidemment là-dedans les fibres.
Il y a plusieurs mécanismes qui relient les fibres de manière générale au poids. C'est la satiété, le rassasiement, on mange moins fatalement, on absorbe moins aussi puisque on n'a pas les enzymes qui vont nous permettre d'absorber. Ils vont jouer sur la charge glycémique. Ils permettent une excrétion accrue d'acide biliaire, ce qui est très intéressant, et ils modulent évidemment le microbiote. Donc en gros, ils vont jouer sur l'appétit, le profil en acide biliaire, les troubles de la glycémie, et ils limitent l'absorption notamment des graisses, donc ils sont très intéressants quand on a une alimentation riche en graisses. Et je vous parlais de cette formation, voilà un petit extrait qui est quand même important de cette formation, donc sur les effets ciblés des fibres et des prébiotiques. Donc les fibres, selon leurs caractéristiques, elles peuvent être fermentescibles, elles peuvent être visqueuses, solubles, il y a des longues chaînes, des courtes chaînes, il y a des ramifications, pas de ramifications. Eh bien, tout ça va influencer les effets qu'elles vont avoir. Donc, ce sont vraiment leurs caractéristiques qui vont définir leurs propriétés fonctionnelles. Donc, on ne donne pas les mêmes fibres à quelqu'un qui veut améliorer sa glycémie ou un autre qui veut avoir moins faim, faire baisser son cholestérol, accélérer le transit. Donc voilà, ici quelques exemples. Vous avez des choses très très concrètes. Par exemple, les fibres qui sont moyennement solubles, parce que c'est un continuum ces caractéristiques. C'est pas t'es soluble, t'es pas soluble. Il y a les un peu, il y a les. Donc voilà, c'est ça qui fait qu'on peut vraiment avoir des effets personnalisés. Donc les fibres de solubilité moyenne, viscosité moyenne, faible fermentabilité, comme le psyllium, eh bien, ça va jouer sur le transit, mais aussi la biodisponibilité des nutriments. Par contre, vous voulez produire des acides gras à chaîne courte, tiens, pectine et galactomannan, intéressant. Ok, ici, vous voulez prendre plutôt des solubles non visqueuses fermentescibles comme l'inuline et les gauzes, eh bien, comme effet prébiotique ou acide gras à chaîne courte, intéressant aussi, etc., etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, OK, il faut apprendre vraiment à choisir les fibres et les prébiotiques selon les effets que l'on cherche. Et vous avez maintenant vraiment de plus en plus de choses très intéressantes. Je vous ai remis ici cette publication récente qui montre que si on veut jouer sur la glycémie, eh bien, très intéressant, les bêta-glucanes, le psyllium et l'amidon résistant. L'inuline, par exemple, va faire du propionate, qui peut aussi booster le GLP-1, donc avoir un effet sur l'appétit et sur la sensibilité, enfin sur la production d'insuline. Donc c'est vraiment cet aspect de personnalisation en fonction du problème métabolique du patient qui devient absolument passionnante. Alors, on a évidemment les pros et les post-biotiques. Donc, je vous ai remis, c'est pas du tout exhaustif, mais quelques exemples de probiotiques, notamment pour renforcer notre écosystème intestinal. Vous les aurez dans la présentation, donc je vais évidemment pas les relire. Vous avez plusieurs souches qui sont mentionnées. Le but, c'est pas de lire tout ça ensemble. Et encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Et puis, vous avez évidemment la bien connue Akkermansia mucinifila, qui, vous le savez, aujourd'hui, peut être donnée sous forme de complément alimentaire. Et on observe en 3 mois une baisse de l'insuline, une meilleure sensibilité à l'insuline, on a même une meilleure perméabilité intestinale, plus de mucus, moins d'inflammation. Donc c'est vraiment une superstar, une super souche que l'on peut booster par l'alimentation, on l'a vu, ou qu'on peut apporter comme ça, bien entendu aussi sous forme de complément alimentaire. Mais après, évidemment, c'est mieux quand on le booste par l'alimentation en même temps, parce que le but, c'est pas de prendre ça toute sa vie non plus, on est bien d'accord. Et puis, dans les postbiotiques, je l'ai pas mis, mais je vous en ai parlé, vous avez aussi, évidemment, le butyrate, qui est très intéressant. Un petit mot, et on arrive vraiment au bout, sur les micronutriments. Alors, évidemment, je ne vous parle pas de tous les micronutriments, parce que sinon, demain, on est encore là. Je vais en pointer 2, qui sont directement liés à la composition du microbiote. Les autres, ce sera plus pour la thyroïde, etc. Donc, ça passera peut-être un peu moins par le microbiote. On sait que la signalisation de la vitamine D, elle est importante pour maintenir l'intégrité de la barrière, pour les jonctions serrées, mais aussi pour diminuer une enzyme qui fait du leaky gut, qui est la MLCK. On sait que les bêta-défensines, les peptides antimicrobiens, sont stimulés directement et indirectement par la vitamine D.
Et on sait que les peptides antimicrobiens ont un impact sur la composition du microbiote, mais aussi sur le mucus en association avec les immunoglobulines A. Donc cette vitamine D, c'est pas juste pour les os, quoi. C'est vraiment une vitamine qui est indispensable pour avoir un bon microbiote et pour renforcer la barrière. Et une deuxième vitamine dont on parle pas beaucoup pour tout ce qui est composition du microbiote, c'est la vitamine K. Elle a des effets sur le microbiote parce qu'elle produit des acides gras à chaîne courte. On a vu tous leurs effets, on ne va pas y revenir. Et donc, elle va donc influencer le métabolisme du glucose et la sensibilité à l'insuline et l'appétit. Ok, donc quand même, c'est intéressant. Et on sait en plus que certaines bactéries produisent elles-mêmes de la vitamine K2. Il y a une grosse étude qui a montré sur plus de 10 ans et presque 40 000 patients eh bien, que la consommation de ménaquinone, vitamine K, est associée à une baisse du risque de diabète de type 2. Donc, ça aussi, c'est une vitamine dont on ne parle pas beaucoup. Et alors, j'avais dit 2, j'ai menti. C'est 3, le zinc. Je vais aussi vous dire que le zinc, le message, c'est ni trop ni trop peu, puisque vous voyez que le zinc, eh bien, en excès, c'est pas terrible non plus pour la composition du microbiote. Donc, il faut avoir un apport, voilà, ça sert à rien de donner des gigadoses de zinc. Voilà, 15-20 milligrammes, c'est plus que suffisant. Et on a des effets vraiment sur le microbiote. On a des effets intestinaux et donc des effets systémiques. Donc ce zinc, évidemment, il joue aussi sur la production d'insuline, etc. Mais directement ici sur la composition du microbiote, il a aussi de l'intérêt. Et dernière catégorie, pour conclure, les phytonutriments, avec ce magnifique article très récent de novembre 2023 qui nous établit les composés naturels dans la prise en charge du prédiabète. Donc, on a les alcaloïdes comme la berbérine, les polysaccharides comme la gomme de Gois, les terpénoïdes comme l'acide ursolique, l'acide oléanolique, les flavonoïdes comme la quercétine, je vous en ai parlé, les polyphénols, la curcumine, le resveratrol. Bref, ça montre à quel point on doit évidemment compter sur eux, ces phytochemicals, comme on les appelle, qui viennent évidemment de l'alimentation végétale et qui vont avoir un effet, vous le voyez, sur la sensibilité à l'insuline, sur l'absorption même notamment des glucides, un effet antioxydant, un effet anti-inflammatoire, un effet sur la régulation du microbiote, sur l'activation des pipares gamma, donc sur notamment la lipolyse. On voit que voilà, c'est bien connu. Hein, aujourd'hui, on ne doit plus vanter les mérites, notamment de la berbérine, qui est vraiment très intéressante. Mais il y en a d'autres. Hein, vous voyez, dans les saponines, on a le Panax ginseng aussi. Donc, on a plein de choses à notre disposition. Et puis, un petit mot quand même sur les incontournables de l'écosystème et notamment de la barrière, la glutamine, la vitamine D, j'en ai parlé, la vitamine A qu'on oublie aussi, mais qui joue aussi un rôle important sur notre barrière intestinale, le zinc et les oméga 3. Donc, c'est quand même souvent les mêmes nutriments qu'on retrouve pour renforcer cet écosystème intestinal, cette composition de microbiote et pour influencer notre métabolisme. Voilà, j'ai essayé rapidement, donc c'était un gros challenge de vous faire un aperçu des grands mécanismes qui expliquent à quel point soigner son microbiote, c'est la base dans la prise en charge des troubles métaboliques. Et donc voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que j'ai pas trop dépassé, Solène, et je suis là pour répondre aux questions. Non, ne faites pas. Je te laisse regarder un petit peu toutes les questions. Il y a eu beaucoup de questions en effet. Je vais rapidement présenter la plateforme SimplyCure pour ceux qui ne connaissent pas potentiellement. Merci en tout cas pour la présentation, c'était très complet. Pour ceux qui connaissent déjà, éventuellement vous pouvez passer dans la rubrique questions également et voter pour celles qui vous semblent les plus pertinentes et on commencera par celle-ci. Donc sans plus attendre, 2-3 petits mots sur SimplyCure pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une plateforme qui va vous faciliter un petit peu la vie si vous faites des recommandations de compléments alimentaires. L'idée, c'est que sur la plateforme SimplyCure, vous retrouvez une 60aine de laboratoires de compléments alimentaires et vous créez une recommandation de produits à votre patient, à votre client. Vous n'envoyez qu'un seul lien avec les différents produits et le patient n'a plus qu'une seule commande à faire. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement comment faire une recommandation. Hop, ça sera un petit peu plus clair. Alors, si j'y arrive.
Hop. Donc, depuis la plateforme, vous allez pouvoir créer une recommandation de produit, nouvelle recommandation. Vous sélectionnez dans un premier temps la personne à qui vous souhaitez envoyer cette recommandation. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter donc des produits. Comme je le disais, on est sur une 60aine de laboratoires, donc il y a plus de 1100 références au catalogue. Du coup, vous avez différents filtres pour naviguer de manière plus simple. Si on essaie de produire une recommandation concernant la présentation qu'on a eue aujourd'hui de Véronique, on peut par exemple dans un premier temps chercher la Kermansia, dont on a parlé sur la fin de la présentation. Quand vous cliquez sur la vignette, vous avez toujours une fiche produit bien détaillée avec la description, bien sûr, la formulation et les conseils d'utilisation du produit. Donc ça, c'est la même chose sur toutes les fiches produits de la plateforme. Si vous souhaitez recommander le produit, vous n'avez qu'à cliquer sur « Ajouter ». Et donc, on va pouvoir continuer. Si jamais on veut recommander du butyrate, vous sélectionnez butyrate dans la barre de recherche et vous allez pouvoir voir les différents produits des différents labos et ajouter en fonction du dosage, du besoin, etc. Vous allez pouvoir filtrer par objectif santé, par laboratoire également. Donc, voilà. Ensuite, vous changez les instructions de prise si vous le souhaitez. Les instructions qui sont ici par défaut sont celles que nous transmettent les laboratoires, mais vous pouvez très bien modifier, personnaliser, comme on l'a dit, c'est ce qui est le plus important en fonction vraiment de la problématique du patient que vous allez avoir en face de vous. Et dès que vous cliquez sur « Envoyer », le patient ou le client reçoit sa recommandation par mail. Il n'a plus qu'à passer commande. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente pour lui aussi. Donc, s'il ouvre sa boîte mail et clique sur le lien de recommandation, il arrive donc sur cette page où il voit les produits que vous avez recommandés. Il n'a plus qu'à faire continuer vers le paiement. Et il reçoit donc tout directement chez lui, sous 3 jours, un seul colis. Donc voilà, c'est quand même beaucoup plus simple plutôt que de devoir switcher d'un site à l'autre, passer en pharmacie ou autre. Donc, les points forts, pourquoi sélectionner SimplyCure? C'est parce que vous avez une 60aine de laboratoires et plus de 1000 références aujourd'hui. Donc, vous gagnez un temps fou. Vous améliorez l'adhésion à vos recommandations parce que si c'est plus simple pour le patient ou le client d'acheter automatiquement, il y a plus de chances qu'il suive votre recommandation. Et puis, vous pouvez également faire bénéficier de réductions aux patients. Hop. Plateforme entièrement gratuite. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais vous repartager le lien dans le chat. Et je vous invite également au prochain webinaire. Donc, on propose beaucoup de formations. D'ailleurs, je réponds tout de suite aux différentes questions que j'ai vues par rapport à ça. Tous les replays sont bien sûr disponibles sur la plateforme. Donc, vous aurez également accès au replay de la session d'aujourd'hui, ainsi que la présentation sur la plateforme dans l'après-midi. Et donc, ce jeudi, on propose un webinaire sur le stress avec BeLife. La semaine prochaine, avec Metagenix, on va parler de l'axe intestin-cerveau. Et la semaine prochaine, avec Lorica, on va parler de la vitalité chez les enfants et les adolescents. Donc voilà, inscrivez-vous aux différents événements si vous le souhaitez et on va pouvoir passer aux questions. Hop. Alors, quel est l'effet du microbiote sur les neurotransmetteurs, notamment la sérotonine et la gestion de l'alimentation émotionnelle? Alors, j'étais en train de regarder des questions, je rêve, où il y en a beaucoup. Alors, on va vraiment essayer d'y répondre. Alors, je sais que la formation, je l'ai dit en introduction et je tiens à le redire, c'est un choix que j'ai dû faire puisque en 45 minutes, parler microbiote et métabolisme, c'est juste pas possible. Donc, j'ai dû balayer les grands sujets et après, il faut aller creuser dans chacun. Sinon, j'aurais dû en choisir un et l'approfondir, mais alors c'était très limitatif. Donc, vous avez accès au replay, n'hésitez pas à le voir, le revoir. Et puis, j'ai vu passer la question de quelle formation s'agit-il, mais je pense que Solène a mis le lien dans le chat. Donc, c'est une formation sur le site, sur mon site en ligne, Véronique Liès Nutrition. Vous avez 4h30 sur les effets des prébiotiques. Alors donc, pour revenir à la question sur les neurotransmetteurs, c'est vrai que c'est un aspect ici que j'ai relativement peu abordé, encore une fois, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, on sait qu'il y a évidemment des bactéries qui produisent de la sérotonine. Il faut bien se rappeler quand même que la sérotonine n'a pas que un rôle dans l'humeur. La sérotonine joue sur le transit, la vitesse de transit. La sérotonine a un effet antidouleur. La sérotonine joue aussi un effet dans la constriction des vaisseaux. Donc, elle n'a pas que ce rôle-là. Il y a une partie du tryptophane qui va pouvoir passer la barrière hémato-encéphalique après absorption pour y faire de la sérotonine au niveau du cerveau. Mais on sait
que la sérotonine produite par l'intestin va aussi influencer l'humeur, mais pas de façon directe, c'est-à-dire qu'elle ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, elle est capable d'aller activer le nerf vague, notamment, et donc de communiquer avec le cerveau. Et peut-être que dans la formation sur l'axe intestin-cerveau, c'est quelque chose qui sera abordé un petit peu plus dans les détails. Donc, je vous invite à suivre ce prochain webinaire. Peut-être que vous en saurez plus à ce sujet. Donc, oui, on sait aujourd'hui que, par exemple, les bacillus produisent de la dopamine. On a des souches qui produisent du GABA. On a des souches qui produisent de la sérotonine. Et donc, très clairement, la réponse est oui, il y a un effet sur les neurotransmetteurs. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une base de données qui recense les métabolites, leur niveau de toxicité, leur impact sur l'organisme? Et la suite de la question, c'est est-ce que vous pensez que l'analyse des métabolites organiques urinaires, qu'est-ce que vous en pensez, pardon, parce que ça ne fait pas consensus? Alors, je comprends que ça ne fasse pas consensus. Bon, déjà, est-ce qu'il y a un document? Non. C'est aussi pour ça que je fais des formations. Ma formation sur le microbiote, elle fait 20 heures. Le but étant justement de tous les passer en revue et d'aller en profondeur. Mais il n'y a pas un document, il y a plusieurs publications. Et donc, dans les urines, ça peut être utile, notamment pour les candidoses, etc. C'est quand même des choses qui sont intéressantes. Par contre, quand on parle d'acides gras à chaîne courte, aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui se dose dans les selles. Donc, aujourd'hui, il existe tellement de métabolites qu'on ne peut pas tous les doser. Mais vous avez les LPS qui se dosent via la LBP, ça c'est dans le sang. Vous en avez qui se dosent dans les urines, comme l'arabinitol par exemple, le tartarate, etc., notamment pour tout ce qui est fongique, candidose fongique. Donc, vous avez, je l'ai dit, les acides gras à chaîne courte dans les selles. Donc, on peut doser le TMAO dans le sang. Oui, donc il y a plein de choses qu'on peut faire et en fonction du test, on va choisir évidemment soit le sang, soit les selles, soit il y a plein de choses qu'on peut faire, soit les urines. Ok. Et du coup, que pensez-vous des kits d'analyse du microbiote aussi qui peuvent être en vente libre? Est-ce que vous en utilisez et si oui, lesquels? Alors, j'ai pas d'avis général. Enfin, si, j'ai un avis général qui est de dire, moi, je pense que c'est plutôt pas mal, avec des limites, certes, mais vraiment pas mal. Après, il y a des grandes différences de qualité selon les labos. Et donc, oui, ça m'arrive de faire des tests de microbiote. Et je n'ai pas de problème à dire que pour l'instant, moi, je travaille plutôt avec l'IMS, qui a un test de microbiote qui est en plus en train d'être encore optimisé et amélioré. Mais j'ai pas de problème à dire non plus que il faut toujours que ce soit corrélé aux symptômes. Il faut pas oublier que les selles, elles ont quand même une composition qui dépend de ce qu'on a mangé, que le microbiote, sa composition est quand même, alors ça change pas du tout au tout en 24 heures, hein, mais il peut quand même y avoir des variations aussi. Donc voilà, en plus, ce qu'on élimine n'est peut-être pas le reflet exact non plus de ce qui est à l'intérieur, puisqu'on sait notamment qu'on a des souches qui sont dans le mucus, et donc celles-là, on va peut-être moins les éliminer que d'autres. Bref, on n'a pas aujourd'hui la science infuse, mais vraiment d'expérience, il y a des choses très intéressantes qui en ressortent, et notamment si vous avez un patient qui manque clairement d'Akkermansia et qui est insulino-résistant, il faut vraiment penser à lui en donner du coup de l'Akkermansia, alors qu'un patient qui a priori en aurait en quantité correcte, ça aurait peut-être moins de sens. Donc oui, moi je pense que c'est des tests qui sont très intéressants. Alors, on avait une question sur... Alors, comment est-ce que vous pouvez comment quantifierez-vous l'excès de protéines? Alors, aujourd'hui, mais le problème, c'est qu'on doit distinguer protéines animales, protéines végétales, déjà. Parce que l'excès de protéines, son problème, on l'a dit, c'est surtout un excès d'acides aminés branchés, comme la leucine, l'isoleucine, etc. Donc, quand on végétalise, ça pose pas trop de problèmes. Quand on est très animal, ça en pose déjà plus. Donc, ça, c'est une chose. Aujourd'hui, dans les rapports officiels, on considère que jusque 25%, ça peut passer. Mais ce ne sont pas des études qui tiennent compte des effets sur le microbiote. Donc, a priori, je dirais 15-20% de protéines, pour moi, c'est suffisant.
et il faut essayer de ne pas aller au-delà. C'est déjà un petit peu plus que les recommandations, hein, ne l'oublions pas. Hein. Donc 15, c'est déjà pas mal. Quoi. Après, ça dépend, évidemment, vous êtes sportif, vous n'êtes pas sportif, vous voulez développer votre masse musculaire ou pas, chacun est différent. Oui. Alors, j'imagine que vous ne recommandez pas le régime cétogène dans le cadre de la perte de poids. Quel impact, surtout sur le long terme, est-ce seulement lié à la modification du microbiote? Je suis très, très ennuyée avec cette diète cétogène, mais très, très ennuyée. Parce que je regarde beaucoup les études et je dois admettre qu'il y a vraiment des publications qui semblent montrer qu'il y a des effets très intéressants sur la gestion du poids. Par contre, ce sont quand même pour la plupart des études faites à assez court terme. Et moi, je ne recommande jamais la diète cétogène parce que je pense qu'à long terme, c'est une catastrophe. C'est limpide, c'est logique, c'est plein de gras, plein de viande. Donc fatalement, de viande ou de protéines en tout cas. Donc fatalement, il y a un problème de fibres, de prébiotiques qui m'a l'air assez évident. Donc voilà. Je suis embêtée parce que j'avoue que il y a vraiment des publications qui montrent même que la diète cétogène, ça fait monter Akkermansia. C'est vrai, je les ai vus. Hein. Donc, et puis, c'est pas des labos qui boostent la diète cétogène, hein, donc c'est des études objectives, mais moi, je reste très méfiante. Ok. Est-ce que, si on reste sur la diète cétogène, est-ce qu'il y aurait un impact sur la gréline? Ah ben j'en ai parlé par contre sur la gréline, très clairement. Donc là, je vous invite à regarder le replay. Et oui, en effet, en modulant son microbiote, en mangeant pas trop gras. Alors là aussi, je sais que ça étonne toujours. Oui, mais pas gras, qu'est-ce que ça veut dire pas gras? Aujourd'hui, c'est de manière générale, il faut reconnaître que quelqu'un qui mange très gras, c'est quand même plutôt des graisses saturées, des graisses pas trop bonnes pour la santé, aussi trop d'oméga 6, etc. Les oméga 3 sont protecteurs, c'est pas du gras qu'on mange à raison de 20 ou 30 grammes par jour, les oméga 3. Donc, on n'a pas des études, en tout cas aujourd'hui, sur ce que ça donnerait si on mangeait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oméga 3. Mais c'est pas souhaitable, c'est toujours une question d'équilibre. Je veux juste mettre en avant le fait que parfois la libéralisation excessive, à mon sens, du gras peut amener à des comportements qui, voilà, même si c'est des graines et beaucoup d'huile, même des bonnes huiles, beaucoup de graines, potentiellement, eh bien, ça pourrait ne pas être si favorable que ça au niveau du microbiote. Donc, il faut juste rester dans des normes 35%. En France, on monte jusque 40%. En Belgique, le max, c'est 35%. Mais tant qu'on reste là-dedans, c'est bien. C'est juste, on va éviter les excès. Je vois qu'il y a une question sur le psyllium aussi. C'est vrai que psyllium et kéfir, c'est super. 1 à 2 fois par semaine, mais même par jour, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. D'après certaines études, le tryptophane peut se métaboliser en composé nocif. Que pensez-vous donc d'une prescription de recommandation de tryptophane en complément alimentaire? C'est une excellente question. Alors, le tryptophane peut suivre une voie qu'on appelle la voie de la kynurénine quand il y a de l'inflammation. Et donc, c'est un peu le truc double tranchant. C'est que le tryptophane, on en a besoin pour avoir des effets anti-inflammatoires. Et à la fois, on sait que quand il y a dysbiose, etc., ça peut faire de la kynurénine. Donc, il faut en avoir en suffisance. Il faut certainement pas en donner des quantités très importantes, mais je pense pas qu'un petit peu de tryptophane en termes de complément alimentaire puisse poser de problèmes majeurs. Et en tout cas, quelqu'un qui aurait une vraie dysbiose bien parlante, on va peut-être l'éviter. Alors, si on reste un peu sur les compléments alimentaires, est-ce qu'il existe un effet rebond quand le patient arrête la berbérine ou autre picolinate de chrome? Donc, quand on arrête la supplémentation sur l'insulinorésistance. Attends, tu peux répéter, excuse-moi, un effet rebond Ouais. de la berbérine? Berbérine, on l'arrête. Ouais, si c'est arrêté au niveau de l'insulinorésistance, si on arrête la supplémentation, s'il n'y a pas eu de modification alimentaire en même temps. Bah oui. Si. Ouais. Mais ça, il y a les miracles, c'est dans la cour des miracles. Hein. C'est évident que tout accompagnement, la base, c'est l'assiette. Et on se fait aider avec ce genre de complément. Et donc, voilà, la future formation qui arrive sur l'insulinorésistance, fatalement, je vais parler de la berbérine parce que c'est un basique. Mais c'est clair que ça aide
énormément, mais ça doit se faire dans le cadre d'une alimentation équilibrée, quoi. Alors, on a encore des questions. Je vois les réponses, enfin les questions ici. Il y a plusieurs personnes qui ont coché. Donc, je vois Assia qui demande s'il y a une promo à venir sur la formation microbiote. Assia, en fait, je lance le 7 février la formation insulino-résistance. Et alors, si vous prenez celle-là, comme j'aime bien faire des liens, alors oui, il y aura un beau truc sur la formation microbiote, mais contactez-moi en direct si vous voulez, comme ça on en discute et on ne parle pas de ça ici. Mais sur les questions, après, il y a pas mal de choses auxquelles on a répondu au final pendant la présentation. Je parcours un petit peu. Tac. Psyllium, kéfir, en effet, on avait vu ça. Keto, on a déjà vu. Est-ce qu'il y a un avis sur l'hydroxypropylméthylcellulose qu'on retrouve dans les compléments alimentaires, dans certains compléments alimentaires? Est-ce que ça ferait partie des additifs vraiment à éviter? Alors, je veux bien répondre à la question, mais je vous propose mieux que ça, une application qui est vraiment, j'ai pas d'action pour cette application, mais c'est une application qui s'appelle le E rouge là, et qui est absolument fabuleuse, parce que vous allez mettre le numéro du E ou le nom, vous pouvez choisir, et donc vous pouvez faire la liste par exemple, et il vous met 5 niveaux de dangerosité. Donc ça va du vert en passant par le jaune, l'orange, le rouge clair, le rouge foncé, et il vous dit pourquoi ces trucs posent problème. Donc il vous suffit de mettre le E ou le nom, et vous allez avoir toutes les réponses, et c'est vraiment, ça s'appelle E, c'est gratuit. Et je vous invite à télécharger ça. Mais oui, en effet, il faut vraiment se méfier parfois de tout ce qu'on retrouve dans les compléments alimentaires. Donc, il faut choisir des bonnes marques et les plus naturelles possibles. Alors, donc on reparle encore de protéines ici. Est-ce que la vitamine K2, vous la recommandez même si on est sur des personnes sous anticoagulants ou antiplaquetaires? Non, ça c'est avec le médecin qu'on va voir, mais certainement pas en complément alimentaire comme ça, non. Mais c'était juste pour illustrer le rôle de la vitamine K2. Maintenant, c'est évident qu'on va pas donner une supplémentation importante chez ces patients-là. Oui. Mais après, je pense qu'au niveau des questions, en tout cas où il y avait eu plus de votes, on a fait un petit peu le tour. Alors, j'en vois une ici avec 5. Je pense que les gens mangent plus de glucides que de gras et de protéines. Pas sûr. Ça dépend qui. Et donc, oui, ça va déséquilibrer le microbiote. Le gras qui pose problème, on l'a dit, c'est encore plus saturé et trans et aussi les oméga-6. Mais l'excès de gras, de manière générale, pose problème. Et la satiété, elle va surtout passer par les fibres et les prébiotiques. Donc, ça, c'est vraiment la priorité, quoi. Les fibres, les prébiotiques et en complément, en rajouter, c'est vraiment très, très, très utile. Est-ce que de tête, il y a des contre-indications des acides gras à chaîne courte en complément sur certaines maladies, type sclérose en plaques, par exemple? La sclérose en plaques, les acides gras à chaîne courte, alors il y a des publications, mais plutôt dans le sens d'une protection, mais notamment avec le butyrate, mais qui ont des effets qui n'ont pas vraiment été confirmés chez l'homme. Donc c'est pas ma priorité. Et de tête, certaines pathos, certaines maladies où il y aurait des contre-indications pour les acides gras à chaîne courte ou plutôt safe pour Moi, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Après, si on veut en avoir le cœur net, on peut aussi faire un test de microbiote pour avoir le profil d'un acide gras à chaîne courte et voir un petit peu avec le patient. Mais c'est là la difficulté et c'est là que en toute sincérité, je dis on ne sait pas tout. Aujourd'hui, on pense, non, c'est une évidence que ce qu'on dose dans les selles, c'est pas le reflet de ce qu'on a absorbé, c'est le reflet de ce qu'on a éliminé. Et que peut-être certains chercheurs pensent que doser les acides gras à chaîne courte dans le sang serait plus utile. Donc voilà, c'est pour ça que aujourd'hui ces tests-là ne sont pas scientifiquement à 100% validés, même si je pense qu'ils restent intéressants.
Voilà, je pense qu'on a un petit peu la réponse au vu de la présentation. Mais donc, selon vous, la diète kéto n'est vraiment pas idéale, plutôt aller vers une diète méditerranéenne? Ah ben, c'est la seule qui ait fait ses preuves, hein, de toute façon. C'est la seule qui soit validée, archi-validée, c'est évident. Ça, c'est très, très clair, Muriel. Et puis, la diète cétogène sur la gréline, en fait, le problème, c'est que la diète cétogène, elle coupe l'appétit par d'autres mécanismes. Donc, l'effet sur la gréline, finalement, il importe peu, mais c'est les corps cétoniques qui vont couper l'appétit. Donc, c'est pas l'effet sur la gréline qui va nous intéresser. Mais moi, je ne sais pas si de ton côté, tu en vois d'autres Il qui y a arrivent. plein de questions et franchement, ça fait beaucoup, beaucoup. Donc, je vois où trouver Faecalibacterium prausnitzii. On la trouve pas. Et sincèrement, son papa, c'est le professeur Langella que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est lui qui a découvert tous les bienfaits. Et aujourd'hui, il y a des startups qui cherchent à pouvoir développer Faecalibacterium prausnitzii pour le proposer sous forme de probiotique ou de postbiotique, mais pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Donc, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont fait avec Akkermansia, à savoir isoler le principe actif, même s'ils le connaissent. Hein. Mais il y a un problème de production, en tout cas. Donc, aujourd'hui, on n'a que l'assiette qui peut booster Faecalibacterium prausnitzii. Bon, c'était pas le sujet parce que c'est vraiment plutôt le côté anti-inflammatoire ici. Mais voilà, j'ai aussi des dias sur comment booster Faecalibacterium prausnitzii. C'est possible aussi par l'assiette, mais voilà. Donc, on ne peut pas l'avoir sous forme de postbiotique aujourd'hui. Et donc, il y avait des questions aussi au niveau de l'alimentation. Quel type d'alimentation pour la booster, cette bactérie spécifique? De trois petits exemples. On a le thé vert de nouveau qui est quand même très intéressant et de façon générale tout ce qui est polyphénol qui vont aussi booster. Et puis je vous dis si vous avez la stratégie complète dans mon livre Mon microbiote sur mesure. Mais si tu, je sais pas si je peux, mais si je peux partager la page. Oui, tu peux partager dans le chat si tu as le lien. Non, mais partager même la page, tu vois, moi, mon but, c'est pas de pousser les gens à acheter mon livre, hein, franchement. Ah, la page, tu peux partager ton écran. Oui, je voulais partager mon écran pour montrer la stratégie. Tu as partagé en bas. Attends, je vais essayer de trouver la page avec la stratégie Faecalibacterium. Bon, c'est vraiment de l'improvisation, ça, parce que c'était pas vraiment prévu. Mais j'essaye d'abord de trouver la bonne page. Hop, dans les stratégies. Si vous avez 2 petites minutes, je vous mets ça, comme ça vous l'avez en entier. On y arrive. Comment évaluer son microbiote? C'est pas ce chapitre-là. Tac. Hop, ça c'est des journées idéales de fibres. Voilà, les stratégies ciblées pour les acides biliaires, le mucus, c'est booster les lactobacilles, booster Akkermansia, on y arrive. Voilà, booster Faecalibacterium. Alors, comment je vais faire? Alors, en bas, normalement, il y a les différents petits... Partager l'écran. Oh là là, j'ai plein de trucs ouverts. Non, tu peux choisir un onglet, non? Mais je trouve pas. Alors, fenêtre, ce sera mieux comme ça. Je crois que c'est ça. J'espère que c'est ça ou pas. Non, c'est pas ça. Attends. Non. Quitter. Non, pas quitter l'événement. Partager. Désactiver. Attends. On y est presque. Hein. J'essaye de rendre service, mais je pense que ça va se retourner contre moi. Alors, fenêtre. Je crois que ça doit être bon. Voilà. On est bon là? Ça charge, c'est bon. Voilà, on a dans l'assiette. Voilà. Donc, j'ai mis qu'elle n'est pas encore disponible. Donc, pauvre en graisse. Apparemment, vraiment, le gras a plutôt tendance à inhiber Faecalibacterium prausnitzii. Beaucoup de végétaux, je l'ai dit, du thé vert, le riz complet grâce à l'acide férulique, le soja aussi. Et dans les prébiotiques, on a l'inuline, les fosses, les gosses, les isoflavones de soja. Donc ça, c'est vraiment ce qui permet, voilà. Et puis les amidons résistants, le son des céréales, le curcuma et les pectines. Donc voilà, ça c'était juste un extrait, voilà, dans le livre. Voilà, je reprends toutes les bactéries, toutes les stratégies pour booster les lactobacilles, pour booster les Akkermansia, pour moduler les acides biliaires. Enfin bref, c'était un peu ça
l'objet des formations et du livre, mais on peut pas tout, malheureusement, on peut pas tout passer comme ça en 1 heure, mais ce serait avec plaisir. Écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour des questions. J'ai vu qu'il y avait plein de questions pendant la présentation dans le chat, mais vous répondiez entre vous aussi, donc c'est compliqué de repasser partout. Je ne sais pas si tu voulais terminer par un petit mot peut-être de ton côté, Véronique. Non, merci. Désolée pour certains si c'est un petit peu frustrant de pas en avoir plus, mais voilà, c'est le format évidemment de ces webinaires, c'est d'être court et concis, on peut pas tout voir. Donc si vous avez envie d'informations, comme j'ai vu sur les formations, n'hésitez pas. Vous allez trouver ou via mon site la page de contact ou mon adresse email qui est véronique@lies-nutrition.com et je réponds je vous envoie le lien vers les formations éventuellement si ça vous intéresse. Je le remets une dernière fois dans le chat, comme ça tout le monde l'a. Il y a quelqu'un qui a trouvé l'appli et qui me dit que c'est 1,99 € sur Apple. Désolée, maintenant c'est payant. Moi, je l'ai eu gratuitement. Oui, voilà. J'ai vu le message aussi. Ouais. Mais écoute, merci beaucoup pour la présentation. Avec grand plaisir. Très complet. Vous aurez tout ça de toute façon sur la plateforme Simplicure dans l'après-midi. Donc, vous pourrez regarder à tête posée les slides, le replay. Merci à tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui, toujours aussi nombreux. Et puis, je vous donne rendez-vous donc jeudi pour un nouveau webinaire avec Simplicure. Merci encore, Véronique. Et avec plaisir. Merci à vous tous. Merci, Solène. Au revoir. À bientôt. Au revoir.